Voilà, très bien, on peut commencer. Bonjour Guillaume, rebonjour. Bonjour. D'où vient ce premier film ? Alors, oui, en fait, l'idée du film m'est venue d'abord d'une pièce de théâtre qui s'appelle Comme tu me veux de Luigi Pirandello, qui elle-même est inspirée d'un fait divers italien. Et en fait, voilà, donc l'origine du film, c'est ce fait divers italien qui raconte comme le film. Donc on est dans les années 20 et donc c'est un homme partagé entre deux femmes qui prétend être amnésique mais qui va se révéler suite à une enquête de police et à différents procès être un imposteur. Bon, ça c'est une partie que j'ai pas conservée pour le film. Et puis d'un autre fait divers qui est un fait divers français et qui concerne un soldat qui a été retrouvé sur un quai de gare, amnésique en 1918. Et là, quand sa photo paraît dans la presse, donc là, c'est pas deux femmes qui vont le réclamer, mais c'est 300 familles. Donc voilà, ce qui est très impressionnant. Et alors pourquoi 300 familles ? Parce qu'en fait, la Première Guerre mondiale, c'est 300 000 soldats qui ont disparu. Et donc c'est autant de familles qui sont incapables de faire leur deuil, puisque en fait, on ne sait pas si le soldat en question est mort ou pas, et donc il y a toujours l'espoir d'un possible retour. Et en fait, ces familles donc, qui se sont manifestées auprès de l'asile psychiatrique, eh bien, malgré les différences physiques évidentes, des différences de taille, de couleur d'yeux, etc., continuaient d'affirmer que cet homme était leur proche disparu. Et en fait, donc c'est ça, moi, qui m'a bouleversé dans cette histoire, c'est que, et donc dans cette histoire vraie, c'est que l'identité n'est pas une affaire de science, mais c'est plutôt une affaire de croyance. Et en fait, parce que ces familles veulent croire, elles croient envers et contre tout, parce que c'est peut-être le seul moyen qu'elles ont trouvé de rester vivantes et de faire leur deuil. Et voilà, et quand on veut croire, il n'y a pas de preuves contraires qui tiennent. Et donc, c'est un peu ce que je voulais raconter avec le film, et notamment avec ce personnage de Julie Delaunay, interprétée par Leila Bekti, qui a une très grande force de croire, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait délester la question de l'imposture ? C'est parce qu'elle a déjà été traitée au cinéma, je pense au Retour de Martin Guerre, ou même à un film, celui d'Hitchcock, La maison du Dr Edwards. Oui, en fait, oui, j'avais envie effectivement oui, j'ai laissé tomber l'imposture. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle avait déjà été traitée dans Le Retour de Martin Guerre, qui est que j'ai vu quand j'étais adolescent, qui est un grand classique que certains d'entre vous ont vu probablement, et qui est aussi une histoire vertigineuse d'identité. Et là, ce qui m'intéressait, c'est de me situer plutôt du côté de ces femmes, et notamment du côté de Julie Delaunay, et donc, comme je le disais, de celle qui croit et qui est peut-être dans une forme de mensonge sincère. Et finalement, le personnage de Karim Leclou, ça c'est un spectateur qui m'a dit ça dans un débat, et je trouvais ça intéressant, c'est on pourrait dire que c'est une sorte d'imposteur involontaire, finalement. Est-ce que c'est une variation sur le soldat inconnu, parce que finalement, il pourrait être une figure du soldat inconnu ? Oui, en fait, exactement. C'est-à-dire, alors si cette histoire vous intéresse, l'histoire vraie, il y a un historien qui s'appelle Jean-Yves Le Naour qui a écrit un livre qui s'appelle Le soldat inconnu vivant, et en fait qui raconte l'histoire donc d'Anthelme Mangin, dont je me suis inspiré, mais que moi j'ai beaucoup romancé, puisque j'avais plutôt envie de faire un film d'amour plus qu'un film historique. Et donc et il raconte aussi cet historien. Donc le soldat inconnu vivant, c'était le surnom qu'on a donné à ce soldat retrouvé amnésique sur un quai de gare dans la presse. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Et la tombe du soldat inconnu a été créée à l'époque pour permettre aux familles de pouvoir se recueillir quelque part quand leurs proches, quand le soldat était disparu et que ce deuil était vraiment problématique. Vous parliez de sincérité, finalement, il n'y a aucun mensonge dans l'amour. Oui, alors ça c'est effectivement une des questions centrales du film, et pour moi elle s'incarne dans la scène à l'église, où donc Leila Bekti vient retrouver l'homme, l'amnésique, et elle lui dit je t'aime tellement, et il lui dit mais tu aimes qui ?
Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu voilà, cette question-là, pour moi, qui est très forte. Voilà, c'est qui aime-t-on quand on aime quelqu'un? Est-ce que le personnage de Julie Delaunay, est-ce qu'elle aime le souvenir qu'elle a de Julien? Est-ce qu'elle aime cet amnésique? Est-ce qu'elle aime l'être qu'elle recrée avec lui, ou le fantasme qu'elle a de Julien, ou un peu tout ça à la fois? Voilà. Je vous donnerai la parole, mais encore quelques questions. Comment vous est venue l'idée que Léla soit photographe et que le personnage joué par Louise Bourgoin soit cabarettiste? Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui, pourquoi pas. Oui, en fait, j'ai choisi la photographie parce que effectivement, c'est le médium du souvenir par excellence. Donc, voilà, ça résonnait évidemment très fort avec la thématique, et la situation de l'amnésique. Et puis aussi, on le voit dès la première scène, ça fait du personnage de Julie Delaunay une metteur en scène finalement. On la voit, elle est à côté de son appareil photo et comme peut-être une cinéaste ou un metteur en scène de théâtre, elle va diriger ces jeunes mariés, elle va mettre ce disque, elle met voilà qui est pas de la musique, c'est un peu étrange, c'est des petits oiseaux, elle essaie de recréer toute une atmosphère autour d'eux pour les détendre, pour les mettre à l'aise, pour susciter une émotion, cette émotion qu'elle va capter grâce à la photographie et donc qui deviendra un souvenir pour ces jeunes mariés plus tard. Donc voilà, donc ça m'intéressait aussi. Et une metteur en scène, pourquoi? Parce que on le voit aussi plus tard dans le film, quand elle avec l'homme, elle va le mettre en scène à son tour dans le studio photo qui devient comme un véritable théâtre en fait. Et donc elle va recréer avec lui les souvenirs les plus marquants de leur histoire d'amour. Voilà, et puis avec quelques éléments de costume, une toile qu'elle va descendre comme les toiles peintes dans les théâtres à l'époque, ce banc, etc. Et donc le mettre en scène comme un acteur. Et donc lui va se prêter au jeu, va se glisser dans le costume et dans la peau de Julien Delaunay. Et peut-être qu'il va devenir encore plus vrai que Julien Delaunay finalement en se prêtant à ce jeu avec elle. Et d'un autre côté, il y avait donc l'espace du cabaret. Donc là, en fait, on a tourné dans un théâtre à l'italienne, justement, qu'on a transformé en cabaret, donc un vrai théâtre. Donc. Et là, donc, c'est plus évidemment le lieu de l'artifice, le lieu où on se met en scène, le lieu où on se déguise, peut-être un endroit où, oui, donc l'artifice, donc où on ment, on peut dissimuler des choses, porter des masques, etc. Et donc, là, de la même manière, on voit le personnage de l'homme, il est habillé en serveur et il endosse ce rôle de serveur et de Victor Brunet, un peu comme un acteur également. Et puis donc le cabaret aussi, j'ai choisi parce que par goût, enfin parce que j'avais envie qu'il y ait des chansons et puis de faire je sais pas, tout simplement de faire des belles images, enfin voilà, qu'il y ait des beaux costumes, enfin aussi voilà pour le goût, disons, du spectacle et du divertissement et tout simplement. Au début du film, vous donnez aussi une direction essentielle qui est celle du regard. Quand elle photographie, c'est une gueule cassée, je pense, au début. Et il y a cette injonction du regard et qui finalement qui aussi traverse tout le film. Être regardé par quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous donne notre identité par son regard. On existe par son regard. Oui, exactement. En fait, donc dans la première scène, c'est vrai que ce qui m'intéressait, donc c'était qu'en fait cet homme, effectivement, on le voit de profil et on ne découvre qu'après coup, que c'est une gueule cassée. Et donc là, mon intention, c'était d'introduire avec cette scène un peu la thématique du film, disons, où donc on a une femme seule face à deux jeunes mariés qui vont s'aimer probablement pour la vie, encore que peut-être que l'amour est peut-être plus difficile, voilà, avec quelqu'un qui a été, disons, ravagé et détruit par la guerre, mais en tout cas, ça renvoie le personnage de Julie à sa solitude, mais aussi cet homme, voilà, cette gueule cassée, il a un double visage, et ça va être aussi le cas finalement un peu du personnage de l'homme, de l'amnésique, qui même peut-être va avoir un triple visage, puisque voilà, donc Julien Delaunay, l'amnésique et Victor Brunet.
Et donc effectivement, ce qui m'intéressait, enfin ce qui m'interpelle ou ce qui me touche comme ça, c'est que effectivement il y a ces deux femmes qui vont le désigner, qui vont le nommer, qui vont lui dire voilà, on voit dans la cellule là, dans la chambre, il y a Louise Bourgoin qui vient et qui dit toi tu es Victor Brunet, et donc à partir de là il y a quelque chose de performatif, c'est-à-dire que ça devient réel en fait. Elle lui dit tu es Victor Brunet, et c'est comme si d'un coup de baguette magique, pour elle, il est Victor Brunet, donc, et il devient Victor Brunet dans son regard. Bon, et ça, c'était une chose effectivement qui m'intéressait. Et le titre fait évidemment écho à ça, puisque on peut, disons, cette désignation, voilà, c'est mon homme. Eh bien, c'est comme un cri du cœur aussi, et qui appartient aussi bien à l'une que l'autre en fait de ces deux femmes. Et ça, c'était important pour moi, voilà, que le titre, disons que ce cri du cœur, je ne sais pas comment dire, voilà, mais puisse être approprié, pardon, par chacune de ces deux femmes. Le fait qu'il soit amnésique et qu'on parle d'amour fait qu'on efface le traumatisme de la guerre, et ça infuse tout le climat du film, cette douceur, et au fond, oublier les horreurs un peu de la guerre de 14-18. Alors oui, alors oui et non, parce qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose. Il y a l'asile qui existe, quoi. Non, oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'était important que, il y a quelque chose, oui, qu'on m'a déjà renvoyé, que le film baigne dans une douceur, une délicatesse, une bienveillance comme ça. Mais il y a aussi finalement que le film, pointe, disons, montre les blessures invisibles de la guerre finalement, puisque alors il y a cette gueule cassée au début pour voilà, mais finalement c'est peut-être voilà, il y a d'un côté en fait finalement cette histoire, c'est une histoire d'amour hors du commun entre deux êtres qui sont traumatisés chacun à leur façon par la guerre. Voilà, donc il y en a un qui est amnésique et l'autre incapable de faire son deuil. Et donc voilà, donc ce sont des blessures invisibles et peut-être qui sont un peu moins représentées. Je ne sais pas. C'était pas un reproche, hein. On va faire circuler le micro, et du coup j'en profite pour remercier les bénévoles voilà, qui font circuler les micros. Alors on vous voit pas, donc, mais en revanche on vous entend. Juste devant. Bonjour, merci de votre présentation. J'ai bien aimé le film. Et moi, j'ai vu un petit peu émotion. Et le passage, le début, je suis un peu triste. L'acteur a perdu un peu connaissance. Il va être un peu plus... et qui se suit vraiment la trace à l'actrice permet d'aider retrouver, et après c'est difficile à choisir les entre deux femmes là. Le connu a été jeune, voilà, c'est un peu difficile, et même le rôle des médecins, j'ai pas trop confiance, ils ont envie de sortir. Voilà. Ok, merci. C'est vrai qu'il est amené à faire un choix. Alors pourquoi il choisit Léla Becti Quel est le secret de son cœur? Oui, en fait, c'est un choix effectivement que, en fait, c'est-à-dire que c'est à la fois le personnage de l'homme, il est dans une quête amoureuse, il est dans une quête d'identité, il est dans une quête d'identité et finalement même plutôt dans une quête amoureuse. Et ce qui m'intéressait dans la trajectoire de ce personnage, d'abord, c'est que ce soit un objet du désir. Voilà, et je pense que les films où l'homme est un objet du désir sont un peu plus rares que... Donc voilà, donc ça m'intéressait aussi. Et puis, il va petit à petit devenir un sujet de son propre désir. C'est un homme qui va s'émanciper finalement de la vérité judiciaire, de l'institution psychiatrique, et qui va faire son choix à la fin, et qui est effectivement, finalement, le choix de l'amour. On le voit dans le dernier plan, il arrive comme ça, et donc il rentre, et puis il dit c'est moi. Et voilà, et ce c'est moi finalement reste assez mystérieux volontairement. Et qu'est-ce que c'est que ce moi, voilà. Et en fait, ça reste son secret.
voilà, jusqu'au bout. Et ça, c'était important pour moi. Et peut-être que davantage qu'une identité, ce qu'il a retrouvé, finalement, c'est une âme. Et que, enfin, en tout cas, voilà, ce que j'avais envie de raconter avec le film, c'est que l'amour lui a rendu une âme. Voilà, et que ça, c'est peut-être plus important, finalement, que de retrouver une identité. Merci. Et qu'est-ce qui fait que c'est Karim Leclou, cet homme désirable, désiré ? Alors, Karim Leclou, on s'est rencontrés très en amont sur le projet. En fait, j'ai fait passer des essais à plusieurs acteurs, donc dès fin 2018. Et donc, début 2019, j'ai choisi Karim. Ces essais, en fait, m'ont tout simplement bouleversé. En fait, bon, je ne sais pas peut-être si vous l'avez ressenti, mais disons qu'il a, voilà, il a de très grands yeux comme ça, qui sont un peu comme un gouffre dans lequel, eh bien, on peut tomber. J'ai l'impression, où on peut se perdre, ou en tout cas qui peuvent aussi traduire eh bien, toute sa perte à lui et toute son absence. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est un acteur qui est extrêmement présent, qui est extrêmement, voilà, qui est assez massif, qui est donc voilà, qui prend de la place, qui est là, qui est très ancré dans le sol et qui est très concret, quoi, qui est très dans la terre. Et donc il y avait comme ça un paradoxe entre ces yeux, voilà, ces yeux ouverts sur le monde, cette candeur comme ça, et cette espèce de point d'interrogation énorme, cette espèce d'angoisse finalement, et ce corps très très concret. Et voilà, et ce paradoxe-là faisait un personnage d'une inquiétante étrangeté, et je dois dire aussi qui provoquait chez moi une très forte empathie. Et ça, c'était aussi nécessaire pour le personnage, voilà, qui provoque une empathie et qu'on soit avec lui tout au long du film. Oui, bonsoir. Oui, au-delà du film, de l'histoire qui est très intéressante, moi, ce qui m'a plu, ce sont certains des plans qui sont magnifiques. Ils sont sublimes. Merci. On dirait des tableaux. J'ai adoré. Merci, ça me fait très plaisir. Oui, en fait, c'est vrai. Enfin voilà, donc faire un film d'époque, moi, je l'ai fait pour le plaisir aussi. Donc, je suis très content de retrouver ce plaisir dans votre réaction. En fait, c'est vrai que voilà, on avait un budget assez réduit. Voilà, donc on était dans quelque chose d'assez contraint. Et en fait, moi, l'enjeu, c'était peut-être pas d'être dans une reconstitution scrupuleuse de à l'époque. Et ce que je voulais éviter à tout prix, c'était de faire un film académique qui soit donc figé justement dans cette reconstitution. Et donc, alors ça me fait plaisir que vous parliez de tableaux et de peinture, parce que c'est vrai que notre première source d'inspiration avec la chef décoratrice, le chef opérateur et la chef costumière, eh bien, ça a été la peinture. Ça a été un peintre danois que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Wilhelm Hammershøi, qui est un peintre du début du XXe siècle, qui est connu surtout pour des peintures, pour des intérieurs qui sont en fait quasiment vides, où souvent il y a une silhouette féminine qui est de dos, voilà. Et c'est des tableaux qui sont très silencieux en fait, et très très épurés. Et donc c'est très minimal parce que il y a souvent, voilà, il y a une fenêtre, un tableau peut-être accroché au mur, et puis un élément de mobilier. Et en fait, on voit dans ces tableaux qu'on est dans les années 1910, 1920, mais il y a quelque chose dans ces images d'intemporel. Et donc, il y a une forme de modernité dans ces tableaux. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de chercher à recréer, voilà, pour que, voilà, une forme de modernité. Tout d'abord, bravo pour votre film. Je voulais vous poser la question, avez-vous volontairement choisi deux femmes très différentes ? Oui, exactement. Oui, il fallait que ces deux, enfin oui, il fallait qu'il y ait un contraste entre ces deux femmes. À la fois, déjà, alors voilà, dans le métier qu'elles exercent, on voit effectivement que donc le personnage de Julie Delaunay est, disons, plutôt appartient à la petite bourgeoisie de province, même si voilà, son mari, on le voit avec les photos d'elle qu'il a faites et qu'il lui montre, elles sont assez modernes pour l'époque. Ça s'était inspiré plutôt, par exemple, d'un photographe comme Man Ray, qui était un photographe d'avant-garde de l'époque. Mais bon, voilà. Donc, petite bourgeoisie de province, voilà, avec un petit peu d'argent, une belle maison, etc. Et puis, voilà. Donc, et puis, de l'autre côté, effectivement, une femme qui appartient au monde du spectacle, chanteuse de cabaret. Et
Et donc, et il y en a une, peut-être vous l'avez remarqué, donc Julie Delaunay, qui est essentiellement filmée de jour, dans des lumières d'une grande clarté, et puis l'autre qui est filmée plutôt dans des espaces confinés, plutôt la nuit. Donc voilà, donc ça, c'est un effet de mise en scène qui est un peu simple, mais en tout cas qui est probablement efficace, du moins je l'espère. Enfin voilà, donc il y a un peu le jour et la nuit, quoi. Et voilà. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était que, eh bien, a priori, on peut croire que le personnage interprété par Louise Bourgoin, comme elle appartient au monde de la nuit, c'est une chanteuse. Voilà, on peut croire que c'est une femme légère, que c'est une femme vénale. D'ailleurs, elle le dit, elle s'est fait plein de fric pendant la guerre, grâce à la guerre. Voilà, on peut imaginer qu'elle n'a pas été fidèle à son mari, même si elle l'aime. Voilà, et donc on pourrait penser que c'est elle qui est plutôt dans le mensonge. D'ailleurs, tout le personnage est introduit. Voilà, on se demande, on voit qu'elle a un peu moins de chagrin, elle paraît un peu moins touchée par la situation, elle a moins d'empathie peut-être pour cet homme, elle est plus joueuse avec lui, jusqu'à ce qu'on découvre. Voilà, jusqu'à ce qu'elle lui fasse cette déclaration d'amour au petit déjeuner, et jusqu'à ce que le personnage de Karim réalise qu'effectivement elle l'aime beaucoup. Voilà. Et donc voilà, donc on peut imaginer qu'elle est plutôt menteuse et que l'autre, appartenant à cette petite bourgeoisie de province, est une femme honnête, etc. Et en fait, peut-être que c'est elle qui ment davantage que l'autre. Voilà. Et ça m'intéressait, au-delà du contraste aussi, donc comme vous l'avez souligné, effectivement, de renverser un peu les préjugés qu'on pouvait avoir sur ces deux femmes. Vous pouvez nous dire un mot du travail de Louise Bourgoin sur le chant ? Oui, donc Louise Bourgoin, effectivement, donc elle chante 3 chansons. Donc il y a 2 chansons qui sont d'époque. Donc il y a la première chanson et la dernière. Donc ça, là, la première, c'est Je t'ai rencontré simplement, etc. Donc ça, c'est une valse lente. C'est une chanson qui est assez connue, qui s'appelle Fascination, qui a été créée pour Paulette Darty. Et puis la dernière chanson, c'est une chanson moins connue de Marie Dubas. Et la chanson centrale, Je sens bien que tu me plais, avec le lancer de couteau, c'est une chanson qui a été écrite exprès par Renan Luce, pour le film. Et donc voilà, Louise avait pris déjà quelques cours de chant avec une professeure de la Comédie Française, me semble-t-il. Donc elle était très contente de pouvoir s'essayer à cette nouvelle pratique. Voilà, et donc c'est elle qui chante effectivement dans le film. Et Karim a appris des cours de lancer de couteau ? Alors non, malheureusement, Karim n'a pas pris des... Alors il y avait le champion de France du lancer de couteau qui était avec nous sur le plateau. Ça existe, le championnat de France de lancer de couteau ? Ça existe. Et donc le champion de France était là avec nous. Il a appris à Karim à bien se positionner pour lancer le couteau. Mais le gros plan où le couteau atteint sa cible, c'est le champion de France qui le lance. Voilà. Et dans le cabaret, c'est un effet spécial. Voilà. Il n'y a pas de doublure, il n'y a pas de cascade. Non. On a du mal à voir s'il y a des doigts qui se lèvent ou pas. Ah, encore au premier rang, oui. Bonsoir, merci pour le film. Merci. Pouvez-vous nous parler du personnage du frère de Julien ? Il me semblait un peu ambigu. Est-ce que c'est une... Voilà, merci. Oui, bien sûr. Donc personnage Antoine Delaunay, interprété par Jean-Charles Cliché. En fait, j'ai créé ce personnage pour plusieurs raisons. D'abord, ça m'intéressait qu'il soit médecin, et puis qu'on voit que il soigne sa belle-sœur. Et évidemment, c'est pas évident, mais comme vous dites, il y a une ambiguïté. Peut-être certains l'auront vu, l'auront remarqué. On peut s'imaginer qu'il est amoureux en fait de sa belle-sœur. Donc voilà. En fait, normalement, il lui dit je t'aime, mais nous avons coupé la réplique au montage parce que l'ambiguïté nous paraissait plus intéressante. Donc effectivement, c'est un personnage qui n'a pas intérêt finalement à ce que son frère rentre, parce que son frère lui prend la place que lui aimerait bien prendre dans le cœur de Julie Delaunay. Donc en fait, j'ai créé ce personnage parce que j'avais besoin d'un personnage qui doute. C'est-à-dire qu'on a, dans cette première partie, que ce soit pas univoque, on a Julie Delaunay qui croit dur comme fer, elle retrouve son mari, et il fallait en fait créer un conflit, un déséquilibre, et donc ce personnage existe pour cette raison-là. Voilà. Une question de vent.
J'aurais voulu savoir comment les femmes ont toutes deux pu rapporter un signe distinctif aux médecins concernant l'amnésie. Alors, oui, donc en fait, elles rapportent chacune plusieurs signes. Alors, donc, du côté de Julie Delaunay, donc Leïla Mekti, il y a ce dessin de l'arbre creux. Voilà, mais bon, un arbre creux, ça ressemble toujours un peu à un arbre creux. Et dans le film, on voit l'arbre creux dans le jardin, mais on ne voit pas le dessin, donc ça reste ambigu. Ensuite, il y a la cicatrice qu'il a dans le dos. Elle se trompe un peu. Est-ce qu'elle est à gauche? Est-ce qu'elle est à droite? Mais elle existe quand même. Donc, c'est aussi ambigu. Qu'est-ce qu'elle apporte d'autre? Je crois que c'est tout. Et après, elle apporte évidemment son livret militaire, ou en tout cas des papiers d'identité, etc. Et donc, voilà. Donc, en fait, voilà. Ça constitue un certain nombre d'indices, un certain nombre de preuves, mais qui ne sont pas tout à fait... évidentes, voilà, qui sont toutes ambiguës. Et alors, du côté de Louise Bourgoin, on lui fait un test d'écriture. Le médecin dit à peu de choses près, c'est la même chose. Mais à peu de choses près, c'est peut-être pas tout à fait exactement pareil. Après, il lance le couteau, il atteint sa cible. Bon, ça compte fort, c'est vrai. Il y a quelque chose quand même qui vient un peu trancher. À l'origine, dans le film, il y avait une scène de procès qui était prévue. Et là, il y avait quand même l'avocat de Julie Delaunay qui disait mais les soldats manient le couteau sur le front. Il aurait aussi bien pu apprendre peut-être à lancer le couteau sur le front. Bon, voilà, ça reste un peu ambigu aussi. Donc en fait, voilà, elles apportent des signes. Et sur les photos, alors il y a une ressemblance assez évidente, effectivement, avec Karim Leclou, mais sur l'une, il porte la moustache, sur l'autre non, voilà, donc il lui ressemble, mais pas tout à fait. Enfin, en tout cas, donc c'est des signes distinctifs, mais c'est des signes qui restent ambigus. Et pour moi, c'était important parce que j'avais envie que, disons, que le spectateur, que vous aussi, vous puissiez faire votre propre enquête. Et donc, voilà, et qu'est-ce que vous croyez, finalement, vous, de ce personnage, de son identité. Et donc, voilà, c'est un peu à chacun sa vérité. Voilà. Je voulais vous demander... Je suis là. Ah oui, je voulais vous demander, les deux femmes sont très très différentes, mais elles ont des points communs. Et je voulais savoir si c'était vraiment... Je pense que c'est tout à fait votre choix. D'abord, elles sont toutes les deux très indépendantes, modernes pour l'époque. Il y en a, indépendantes financièrement et elles n'ont pas d'enfants, chacune. Donc, est-ce que c'est vraiment... pourquoi avoir fait ce choix-là, pardon? Alors, donc, oui, en fait, j'avais effectivement envie de montrer des femmes indépendantes, autonomes. C'était aussi montrer que la guerre était passée par là et que les femmes, voilà, d'une certaine manière, avaient pu s'approprier certaines places, voilà, certaines professions. Donc, voilà, quand on voit Julie Delaunay travailler et reprendre le studio photo de son mari, ou quand on entend Louise Bourgoin dire comment qu'elle a gagné plein d'argent pendant la guerre, qu'elle a fait refaire son appartement. Voilà, ça, c'était des choses importantes pour moi. Et puis, surtout, alors aussi, les montrer indépendantes, chacune financièrement et d'une certaine manière assez fortunées, c'était aussi faire en sorte que le choix de l'amnésique à la fin ne soit pas le choix de l'argent, finalement. Il ne va pas vers celle qui est la plus riche. Ça, c'était important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté aussi là-dessus. Et d'autre part aussi, donc avoir deux femmes autonomes, c'était aussi dire ce sont des femmes qui n'ont pas besoin d'un mari. Voilà, elles sont très bien dans leur vie comme ça, mais simplement, ce sont des amoureuses. Ce sont des grandes amoureuses. Et voilà, et sans leur homme, elles ne sont pas heureuses, comme dirait Louise Bourgoin. Voilà. Qu'est-ce qui vous a conduit à ne pas faire finalement de scène de procès et de rester presque sur une rivalité amoureuse? Alors, la scène de procès n'a pas été faite parce que nous n'avons pas eu l'argent. La journée de tournage a été supprimée. Ça aurait été un autre film. En fait, pendant des années, le scénario est resté avec ce procès. Mais le procès a lieu, mais il y a une ellipse, en fait. Voilà. Donc, il n'est pas montré. Il a lieu, mais en fait, c'est aussi bien comme ça, je pense. C'est pas le médecin qui décide. Non, c'est pas le médecin. Il saisit la justice. Ça, c'est une réalité. Oui, en fait, dans l'histoire vraie, donc en l'histoire française, il y a eu 20 ans de procès, donc voilà, qui se sont succédés avec des appels, etc. Et en fait, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Il restait deux familles
qui s'opposaient. Et en fait, comme la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, tout ça a été mis en pause. Et cet homme est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale dans son asile sans retrouver son identité. Voilà. C'est une autre histoire encore. C'est encore une autre histoire. Voilà. C'est moins romanesque, c'est moins le film d'amour. Oui, bonjour. Merci pour ce beau film avec énormément de sensibilité, de magnifiques images et finalement avec tout ce que vous nous expliquez, qu'est-ce qui vous a amené à faire tous ces plans. Vraiment, je suis ravie de pouvoir avoir votre explication sur plein de choses qui finalement, sur le coup, m'avaient échappé. Ah oui. Ma question, je ne pense pas vous ayez évoqué ça, peut-on imaginer que l'homme ait rencontré d'abord Louise Bourgoin? Et qu'est-ce qui serait passé? Oui, alors on peut l'imaginer. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais on peut l'imaginer. En fait, c'est vrai que c'est une situation qui serait proche d'un film que peut-être vous avez vu qui s'appelle La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, où on est en novembre 2018. Non, ça se passe en 1920 aussi. En 1920 aussi, oui, pardon, oui. En 1920. Et donc, ce sont deux femmes qui sont à la recherche chacune d'un homme, de leur mari, ou en tout cas de leur amoureux qui a disparu. Bon, voilà. Mais je ne vous dis pas la fin, mais enfin, en tout cas, c'est proche de ce que vous imaginez. Voilà. Après, en fait, c'est dit, mais on ne le voit pas. Alors peut-être que c'est moins évident, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une qui habite peut-être en Bourgogne ou au centre de la France, et puis l'autre qui est à Paris. Donc c'est vrai que, alors Karim aurait pu rencontrer Louise avant et l'autre après, mais enfin, en tout cas, moi, c'est pas une chose que j'ai imaginée, mais c'est des choses que les spectateurs imaginent, et pourquoi pas. Voilà. Vous avez parlé de La vie et rien d'autre de Bertrand Tavernier, pour lequel d'ailleurs Philippe Noiret, avec qui il a tourné 9 films, me semble-t-il, je dis ça de mémoire, vous vérifierez, avait reçu le César du meilleur acteur en 1990. Mais cette question-là m'amène à ce film-là, de Tavernier, m'amène à vous demander est-ce que vous avez eu des influences pour ce film, peut-être L'homme sans passé de Aki Kaurismäki, par exemple. Donc voilà, est-ce que ça a des choses qui ont pu nourrir votre projet ? Alors, les choses qui ont nourri le projet sont des films qui sont un peu plus éloignés. C'est par exemple d'abord des films dans lesquels ce sont des femmes qui croient envers et contre tout. Donc, il y a Lola de Jacques Demy, qui est une femme qui attend l'homme qu'elle aime. Elle est à Nantes et donc elle l'attend et elle croit plus que tout qu'il va revenir. C'est un film d'Éric Rohmer, Le Conte d'hiver aussi. C'est une femme qui croit aussi plus que tout, bien qu'elle va retrouver son amoureux. Donc voilà, ça c'est un peu pour situer les influences sont vraiment diverses. Et après, ce sont des films plutôt, en fait, c'est pareil, dans la question de la reconstitution de l'époque, et bien là, j'ai plutôt été inspiré par l'histoire d'Adèle H de François Truffaut, mais qui est encore un film sur une grande amoureuse, voilà, interprété par Isabelle Adjani, qui est érotomane dans le film. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est persuadée qu'elle est à la poursuite d'un homme dont elle est persuadée qu'il est amoureux d'elle, absolument, alors que cet homme ne l'est pas forcément. Et puis, il y a Bright Star de Jane Campion, voilà, qui m'a aussi inspiré. Et puis aussi parce que c'est un film, disons, qui crée un univers en soi esthétique. Par exemple, Magic in the Moonlight de Woody Allen, dont les thématiques sont assez éloignées. Mais disons que voilà, c'est un film qui fait un peu fi de la reconstitution, encore une fois, scrupuleuse de l'époque pour affirmer un univers esthétique en soi. Et ça, c'est des choses, c'est vrai, qui ont pu m'inspirer. Et après, globalement, moi, ma cinéphilie s'est construite à partir de mon amour pour les actrices du cinéma hollywoodien classique des années 40-50. Et donc, c'est vrai qu'une des grandes références, c'est aussi les mélodrames de Douglas Sirk, qui sont ce qu'on appelle les mélodrames flamboyants, des mélodrames en couleur, en technicolor, des années 50, voilà, qui sont très glamour et pour lesquels je dois dire que j'ai versé des torrents de larmes, voilà, qui m'ont beaucoup ému. Et donc voilà, et j'ai essayé de retrouver, c'est vrai, un peu cette forme de classicisme et de glamour, voilà. D'ailleurs, et Léla et Louise pourraient avoir des visages d'actrices des années 40. Merci pour elle. Oui, c'est vrai que c'était une des directions qu'on a prises avec le chef opérateur, Colin Lévesque. Voilà, c'était de vraiment mettre en valeur la photogénie, la cinégénie des actrices. Oui, moi, excusez-moi. J'avais une question par rapport à une mémoire qui ne veut pas retrouver. Oui, voilà. Oui, bonsoir.
J'avais une question par rapport à une mémoire qui ne veut pas retrouver, j'ai l'impression, à un moment donné. C'était quand on lui fait le test de graphologie, en fait, le médecin lui lit, auparavant, lit un mot qu'il aurait laissé à Louise, où il lui dit qu'il va disparaître et qu'elle ne le reverra plus. Et pourtant, il n'a aucune question après par rapport à ce fait-là, quoi. En fait, il n'a pas envie de retrouver ça, quoi. Il n'a pas envie d'avoir de réponse. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il n'a pas envie d'avoir de réponse parce que finalement, lui, il a été, donc, il a été arraché finalement au personnage de Julie Delaunay. Et à ce moment-là du film, il ne réalise peut-être pas encore qu'elle lui a menti finalement et qu'elle a essayé même de le kidnapper quand elle essaie de l'emmener en Angleterre. Donc lui, il est très partagé finalement parce que il est tombé amoureux de Leila Bekti entre-temps, pendant qu'il reconstituait tous les souvenirs. On voit cette valse, etc. Donc il a aucune envie d'être arraché à cette femme, mais malgré tout, il y a la possibilité qu'il puisse être ce Victor Brunet. Donc il va quand même suivre Louise Bourgoin dans le cabaret. Il va mener son enquête, comme lui dit Louise Bourgoin à un moment donné, dans le couloir, mais tout en gardant un peu une forme de distance avec cette femme. Il ne sait pas si elle lui plaît, elle lui déplaît. S'il a envie de retrouver cette identité, effectivement, très justement. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait cette scène du petit déjeuner, où elle lui dit mais bien sûr que je t'aime, qu'est-ce que tu crois? Et là c'est un point de bascule dans le film et voilà. Et donc là peut-être il va se dire ah oui, peut-être que voilà. Est-ce que vous avez étudié sur le plan clinique peut-être, enfin en tout cas est-ce que vous êtes documenté sur l'amnésie? Est-ce qu'il y a une mémoire affective chez les amnésiques qui pourrait être liée à l'amour? Alors, excellente question. Alors, mais non, malheureusement, je vais vous décevoir, je ne me suis pas beaucoup documenté et je ne sais pas s'il y a une mémoire affective. Le romanesque et le clinique, ça ne va pas ensemble? Peut-être. En tout cas, dans l'Église, Leila Bekti essaie de faire appel à cette mémoire affective puisqu'elle vient comme ça et elle lui dit « je t'aime » et donc il lui dit « mais tu aimes qui ?» et elle lui caresse la joue et elle l'embrasse et elle essaie de réveiller finalement les souvenirs de l'amour qu'il a pour elle. Mais quels sont ces souvenirs? Est-ce que c'est les souvenirs finalement qu'il a de quand il était peut-être Julien Delaunay avant la guerre, ou bien de tout ce qu'ils ont traversé ensemble depuis qu'elle l'a retrouvé à l'asile? Parce que aussi finalement cet homme, à la fin, il revient chez Leila Bekti chargé de tout ce qu'il a vécu finalement avec elle, puis avec cette autre femme. Voilà. Et sa nouvelle vie, c'est ça finalement. Elle s'est réduite à ces quelques semaines, à ces quelques mois où il a été partagé entre ces deux femmes. Il est déjà constitué de ça. Oui, merci beaucoup. Je trouve que vous êtes étonnamment brillant, cultivé, etc. C'est formidable de vous écouter. Je vais vous poser une question peut-être indiscrète. Quel âge avez-vous? On me la pose à tous les débats. Ah bah alors c'est classique. Alors des fois, je ne sais pas si vous serez déçus ou pas, mais j'ai 44 ans, voilà. Bah écoutez, de loin, comme ça, on vous donne 35. D'accord, ok. Quelle est votre recette de jeunesse? Je ne sais pas. Je vis en Bourgogne, à la campagne. Bah c'est ça alors. Merci. Merci à vous. Vous avez de multiples visages. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Peut-être pour ceux qui ont aimé le film et qui veulent le faire partager, le film sort à quelle date? Le film sort le 22 mars. Vraie avant-première, on est très en avance. Merci à vous, beaucoup. bon après-midi. Merci.